Alors, oui, tout le monde en même temps, à la même place. Alors, pour reprendre notre élan, nous vous proposons maintenant une table ronde sur les enjeux et les défis du bien commun dans un contexte d'intervention collective. Pour nous alimenter, 3 tables rondistes de divers horizons. Alors, une femme qui aime le lever du soleil sur la mer et les diamants sur la neige, Madame Micheline Anctil, mairesse de Forestville et ancienne directrice générale du C3S de la Haute-Côte-Nord. Elle aime la lumière dans les yeux des gens, leurs passions et leurs inquiétudes aussi. Madame Lucie Sauvé, directrice du Centre de recherche en éducation et formation relative à l'environnement et à l'éco-citoyenneté de l'UQAM. Enfin, un homme qui aime cuisiner pour ses amis, un verre de vin à la main et un bon jazz à l'oreille, parce qu'il n'y a pas que la politique dans la vie. Monsieur Gabriel Nadeau-Dubois, étudiant, essayiste et chroniqueur. Bienvenue. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. Avant d'amorcer cette table ronde, visionnons ensemble un vox pop réalisé auprès d'acteurs et de partenaires estriens sur le thème du bien commun. Se positionner en faveur du bien commun, c'est être prêt concrètement à un partage, donc être prêt à donner quelque chose pour l'intérêt collectif. Ça ne veut pas dire de tout donner. Se positionner pour le bien commun, ça veut dire être prêt à mettre une part de ses intérêts de côté, y compris nos intérêts corporatifs si on fait partie d'une organisation. Pour moi, le bien commun, je dirais, c'est le social. C'est-à-dire, c'est les liens entre des personnes, des groupes au sein d'une société, des liens, mais aussi des rapports sociaux qui sont rarement égalitaires. C'est aussi tout ce qui alimente ce social-là. Donc ça peut être aussi bien des mouvements sociaux que des politiques sociales. C'est un peu toutes les ressources humaines et matérielles qui peuvent ou qui doivent être mis au service de la communauté parce que ce qui est bénéfique pour les voisins, mes voisins de mon entourage, va être bénéfique aussi pour chaque individu personnellement. Bien, pour moi, le bien commun, ça fait référence à tout ce qui touche l'intérêt général des gens dans une communauté. Donc, si je dirais que dans la communauté, il y a plusieurs personnes, puis l'intérêt commun, c'est pas la somme de l'intérêt de chacune de ces personnes-là, mais bien l'intérêt qui touche l'ensemble de la communauté. Bien, notre contribution, c'est sûr, c'est d'offrir un milieu de vie, un milieu ouvert, accueillant. C'est pas toujours facile. Comme intervenant, on a aussi des objectifs à rendre, on a des programmes. Puis ça met une pression des fois, c'est ça. On veut donner un tel nombre d'activités, d'ateliers, tout ça. Ça fait qu'on essaie de se situer au-delà de ça, puis d'offrir surtout un milieu de vie accueillant. Alors, ma contribution, c'est sûr qu'elle peut être à plusieurs niveaux. J'ai une contribution professionnelle parce que je suis une professeure en travail social, donc c'est sûr que j'espère contribuer en apportant des éléments de connaissance, de partage, de divers savoirs autour du social et de sa construction et de son développement. Mais il y a aussi des participations qui vont être plus en termes d'implication dans le social, d'implication sociale, dans des organismes communautaires, dans des mouvements sociaux, dans ces liens justement. C'est des actions qui vont favoriser et préserver la cohabitation et le mieux vivre ensemble. De manière plus concrète, ce sont des moments, des espaces que l'on coordonne pour favoriser des rencontres. Alors, ne serait-ce que la semaine cherbourgoise des rencontres interculturelles, la semaine cherbourgoise des familles, la semaine d'action contre le racisme, sont tous de belles occasions pour favoriser ce vivre ensemble. À l'échelle plus concrète ou locale, donc moi je rêve d'un monde où le développement des communautés se généralise, où dans le fond, dans les villes, dans les quartiers, il y a des solidarités de proximité qui naissent, où dans les moments difficiles, on se serre les coudes et il n'y a plus de personnes isolées, finalement, laissées à elles-mêmes. C'est sûr qu'on a un rêve présentement qui est un rêve d'une maison de quartier.
Ça fait qu'un endroit où, qui pourrait appartenir aux citoyens, où les gens qui ont peu de parole pourraient avoir un espace pour s'exprimer. Moi, j'aimerais beaucoup que tout ce qui se passe sur les plans économiques, culturels, politiques, communautaires, se fasse dans une visée de rééquilibrer les inégalités sociales. Que les acteurs entrent dans des débats transparents et il y a des argumentations transparentes, plus qu'ils ont des chances de venir à créer des manières d'être et de faire qui fassent qu'on en vienne plus à une plus forte cohésion et un vivre ensemble beaucoup plus fort et le pays beaucoup meilleur, surtout pour toutes et tous. On s'est mis à faire un brainstorming hier sur un projet collectif qu'on pourrait faire, développer la ville autrement, contrôler, que la ville contrôle un peu mieux pour pas que ce soit juste un promoteur qui veut faire de l'argent, mais qui ait tout un concept qui ça rend les propriétés accessibles. Fait que ça mais il y en a plein. Qu'on parle du développement de la domaine textile, qu'on pense au projet de revitalisation du centre-ville. Écoute, il y en a tellement. Ça, je vous dis, de développer une ville, c'est un grand terrain de jeu. Oser réfléchir différemment, oser co-construire avec des personnes qui pensent différemment, ce qui nous amène des fois à sortir de notre zone de confort, mais qui, mon Dieu, donne des résultats drôlement intéressants. Alors, nous vous proposons le fonctionnement suivant. Donc, les panélistes feront à tour de rôle une première intervention de 5 minutes en réponse à une première question. Ce premier tour de parole sera suivi d'une période d'échange de 10 minutes avec la salle. On va enchaîner ensuite avec un second tour de parole d'environ 9 minutes par panéliste qui sera suivi d'une période d'échange d'une quinzaine de minutes avec la salle. Je vous nomme tout de suite les deux questions. Première question. Quelle est votre vision du bien commun et de son importance en 2016? Deuxième question, quels sont aujourd'hui les enjeux et les défis sur lesquels les acteurs du développement social et de l'intervention collective devraient travailler pour contribuer au développement du bien commun? J'ai oublié de le mentionner aux panélistes, quand vous me verrez approcher comme ça, discrètement, c'est qu'il vous reste environ 1 minute. Puis quand je fais un pas de plus comme ça, c'est parce que 30 secondes. Alors voilà. Alors, pour débuter, Madame Anctil, pour 5 minutes, à la première question, quelle est votre vision du bien commun et de son importance en 2016? Alors, bonjour à chacun. On entend bien? Oui. Permettez-moi, dans un premier temps, de faire juste un petit coucou, un petit salut à Hélène et à Jean-Pierre. On est venus de loin. Les organisateurs communautaires de la Côte-Nord. Des gens vaillants et dédiés depuis des années. Alors, je suis vraiment honorée d'être avec vous. Toutefois, c'est très humblement que je vais vous parler de mes réflexions de carrière et de réalité très terrain. Je n'ai aucune prétention dans les propos que je vous amène aujourd'hui. J'ai parfois plus de questions d'ailleurs que de convictions. La première des choses, quand on m'a interrogée, invitée donc à participer sur le bien commun, je dois dire, et ce fut déjà dit là, mais je n'aime pas beaucoup qu'on parle de bien. Bien, ça fait possession, ça fait quelque chose qui se referme. J'aurais préféré qu'on parle de devenir commun, qui fait des projets qui nous amènent à redresser un peu plus sur le dos. Mais la notion de bien commun nous projette, à mon avis, immédiatement dans une approche beaucoup plus macro. Une pensée collective, une globalité, une appropriation commune qui est absolument essentielle. Vous le dites, créer ensemble, solidairement, donc une responsabilité commune, une responsabilité partagée. Donc, dans mes propos, je parlerai de co-responsabilité. Et une co-responsabilité, ça comporte de grandes exigences. Et on doit adhérer à cette responsabilité. On doit partager une vision,
Ensemble, il faut se projeter dans l'avenir, dans notre devenir commun. Et ça exige autour d'une table, dans cette solidarité des adhérents ou des participants, une réflexion sur les changements qu'on souhaite. Cette gestion collective est, à mon avis, nécessaire à tout changement stratégique. Quand on parle de travailler sur les mentalités, c'est cette gestion collective, cette appropriation qui nous permet de cibler les choses sur lesquelles on a un pouvoir d'agir. Et ça m'apparaît un élément important dans une démarche. Et il faut qu'on travaille, qu'on mette toutes nos énergies, qu'on cible les choses sur lesquelles on a un réel pouvoir d'agir. Les choses qu'on va réussir à changer. Et, à mon avis, on peut changer beaucoup de choses dans la mesure où on travaille collectivement. Les barrières, il en reste très, très peu quand solidairement toute une communauté ou plusieurs adhérents se mettent ensemble pour travailler sur un projet et un devenir commun. Alors, je parle beaucoup plus d'intérêts communs. Ces intérêts-là, à mon avis, doivent être détachés, ou en tout cas au-dessus de la partisanerie. Et c'est une politicienne qui vous le dit. Au-dessus des individualités, vers un projet commun. Pour moi, il s'agit d'un engagement. Et quand on nous pose l'importance en 2016, c'est absolument essentiel, cette façon de voir, cette façon de travailler, si on veut changer des choses. Un engagement, donc, une alliance des acteurs concernés. Quant à moi, je dis c'est la formule gagnante. C'est la meilleure pratique collective et elle a été éprouvée et vous l'éprouvez tous les jours, j'en suis persuadée. Il fut un temps où peut-être qu'on travaillait ensemble un peu en réaction au fait qu'on n'en avait plus les moyens de faire autrement. Par manque de ressources financières, humaines, on disait, bien, on va travailler un peu plus ensemble, mettre en commun. Je pense qu'aujourd'hui, malgré peut-être ce contexte un peu d'austérité, mais je pense que l'essentiel, la prise d'âme aujourd'hui, c'est que financement ou pas, on sait que la formule gagnante, c'est de travailler ensemble. Unir nos forces et faire un partenariat gagnant. On a bien entendu la consigne. Travailler ensemble, ce que ça signifie comme importance, c'est que l'ancrage terrain, son apport de la réalité, des besoins, des préoccupations terrain, on ne pourra pas passer à côté. Il y a quelqu'un qui va ramener à l'ordre. La conviction qu'on a besoin l'un de l'autre, qu'on peut être complémentaire et qu'on doit être solidaire, mais le besoin que nous avons un de l'autre autour d'un projet commun. Le besoin, je dirais la nécessité, l'incontournable d'harmoniser nos actions. On n'est plus à l'époque de faire des doublons. Donc la duplication, ça ne peut plus exister. Et comment faire tous ensemble pour que ça soit quand même dans un tout cohérent. Alors mes propos pourraient s'illustrer dans plusieurs sujets. Les politiques municipales, politiques familiales, municipalité amie des aînés, politique culturelle, les services, santé publique, il y a des gens de la santé publique, les services de soutien à l'autonomie des personnes âgées, le développement des quartiers, on parle de municipalité dévitalisée. Moi, je préconise qu'on n'utilise plus ce terme. Communauté dévitalisée, ça fait ça. Un quartier ou une municipalité à revitaliser, ça fait ça. C'est un projet commun. Alors, quand on parle de développement économique, social, culturel, économique, on ne peut plus accueillir dans nos municipalités des entreprises qui viennent s'installer un peu n'importe comment. Ça doit prendre pied avec la communauté. Alors, pour moi, c'est ça, projet commun, harmonisation, partenariat. Merci, Madame Acquin.
Pardonnez-moi de vous mettre cette pression, mais vous allez avoir un autre moment d'échange. Madame Sauvé. Bonjour tout le monde. Je suis vraiment très contente de partager cette belle journée avec vous. Alors oui, le bien commun, ben, on sait que c'est un patrimoine, un ensemble de droits collectifs qui est mais fortement menacé. Je pense que vous êtes bien placés pour le savoir dans vos milieux largement compromis dans le contexte actuel. Alors, j'ai d'abord commencé à y réfléchir d'un point de vue académique, c'est mon monde, et puis je me suis rendue compte avec Gabriel qu'on avait lu à peu près les mêmes livres. Alors, c'est ça. Oui, c'est ça. Alors, donc, en fait, c'est un champ de pratique et de recherche qui est quand même largement développé. Hein. Ça s'appelle... C'est le champ des Commons Studies. Il y a une association internationale d'études sur le bien commun. Il y a une revue internationale. Donc, mais pour résumer l'essentiel, premièrement, le bien commun, c'est un concept politique. Ça correspond à ce qui est soustrait à la fois au privé, mais aussi au contrôle de l'État. Et c'est ce qui fait appel à la vigilance et à la responsabilité collective, au partage. Puis si on voit la racine du mot commun, bien, on trouve le mot latin munus, qui veut dire don. Alors, commun, ça fait appel à la réciprocité du don. Deuxièmement, le bien commun, c'est pas un concept figé. C'est un concept qu'il faut définir entre nous démocratiquement. C'est un concept qui a une très forte charge éthique et culturelle. Par exemple, la nature, la santé, l'éducation, l'économie, ben, ça a des significations différentes selon nos référents culturels. Moi, j'ai eu l'occasion d'approcher la réalité latino-américaine pendant 20 ans et au cours des 10 dernières années, a émergé le concept de vivir bien en Bolivie ou de buen vivir en Équateur. Et là, on trouve pas l'idée de bien commun, comme vous le disiez, Mme Anctil, on trouve l'idée de vivre bien, d'accord? Donc, il fait référence essentiellement à l'harmonie entre hommes et femmes, entre humain et nature, qui est basée sur une économie communautaire, une économie de la décence, une économie de la suffisance. Alors, dans la proposition du buen vivir, du vivre bien, la nature n'est pas un bien à gérer, mais la nature fait partie intégrante d'une communauté de vie à laquelle nous appartenons aussi, nous humains. Et la nature est un sujet de droit et défini par la loi sur la terre-mère. On est bien loin de ce système législatif ici au Québec. Alors donc, parce que c'est d'ordre éthique, culturel, contextuel, le bien commun, mais c'est un vaste chantier de réflexion, de recherche, de pratique, de praxis, en fait. Le bien commun, c'est un concept stratégique aussi. Puis ça, je pense que l'auteur qu'on a lu, Dardot et Laval, le disent bien. Le bien commun, ça a été le terme central de l'alternative au néolibéralisme, au capitalisme. C'est un peu, le terme résistance, un peu comme celui de la décroissance actuellement, là. Le bien commun, donc, un terme de résistance à la tendance majeure de notre époque, qui est l'extension de l'appropriation privée de toutes les sphères de la société, l'appropriation de la culture, l'appropriation du vivant. On l'a vu récemment là, avec ce récent saumon génétiquement modifié. Donc, il nous fait observer que c'est un terme qui est apparu dans les mouvements altermondialistes, les mouvements écologistes. Et essentiellement, c'est le principe actif des combats et des mouvements contre la dynamique du capital. Et puis, plus proche de moi, ben, l'environnement, c'est l'idée de bien commun, c'est celle d'environnement, parce que je travaille dans ce domaine-là, en éducation relative à l'environnement. Donc, l'environnement au sens, pas d'un bien à gérer, justement, mais comme une maison de vie, oikos, écologie. Hein. Donc, cette maison partagée entre nous, les humains,
et aussi avec toutes les autres formes et systèmes de vie. Donc, l'environnement comme une trame de vie dans laquelle on s'insère et qui se construit là, entre nature et culture. Donc, le bien commun, c'est la qualité, la santé des milieux de vie, c'est la santé environnementale. Si on pense à la question plus récente là, du gaz de schiste, des pipelines, les usages de l'eau, tout ça, le bien commun, c'est le territoire largement usurpé, violé par l'accaparement des terres, par le capital, les projets de mines à ciel ouvert. Ça fait appel à l'éco-justice, à la justice écologique, justice environnementale, équité socio-écologique. C'est un ensemble de concepts qui n'est pas encore défini, ça, juridiquement, c'est à faire. La vie démocratique, c'est le bien commun. Le savoir qu'on construit ensemble dans nos luttes, dans nos combats, pour moi, c'est le bien commun. L'UQAM, c'est un bien commun pour moi. C'est une université qui est née d'un désir d'interaction sociale et qui est bien malmenée là, dans l'économisation de l'éducation. L'éducation comme processus, comme institution, pour moi, c'est un bien commun infiniment précieux. Puis je pense que vous aurez beaucoup de choses d'autres à dire, comme on a entendu sur le Vox Pop. Mais en tout cas, je pense que le RQIAC, c'est un bien commun que j'apprends à découvrir. Merci, Madame Sauvé. Monsieur Nadeau-Dubois. Oui, merci beaucoup, Charles. Bonjour tout le monde. Merci tout d'abord de l'invitation. Je ne sais pas si vous le savez, mais je suis le deuxième choix de votre recrutement. C'était Jean-Martin Hossan qui était... C'est une blague, bien sûr. C'était Jean-Martin Hossan qui était censé être ici. Puis il m'a appelé, on se connaît bien, il m'a dit « Gabriel, fais-moi une faveur personnelle. » J'ai dit « Est-ce que ça va me donner des airlus pour une prochaine fois? Est-ce que tu vas me rendre l'appareil? » Il a dit oui, donc c'est dans un intérêt purement donc marchand que je suis ici aujourd'hui. Donc absolument à l'inverse du bien commun, donc je me sens un peu mal d'en parler. Donc, plus sérieusement, je suis très content d'être là, bien honnêtement. La question du bien commun, c'est une question très vaste. Ma copanéliste l'a très bien dit, c'est une question qui est largement discutée, débattue dans le champ des sciences sociales depuis, disons, le début des années 2000 au moins. Et le problème, je trouve, avec ce concept-là, c'est que c'est un concept qui peut sembler très large, très vaste. Hein? Ça m'a frappé durant la projection du petit Vox Pop. C'est un concept où tout le monde a un peu sa définition, puis des fois, et donc il y a comme un danger avec ce concept-là. C'est qu'étant donné qu'on a l'impression que ça veut tout dire, ben, au fond, ça ne veut plus rien dire. Hein? Le danger avec ce concept-là, c'est qu'il y a une définition tellement large que ça devient un concept banal qui ne sert plus à rien puisqu'il a l'air de dire tout et son contraire. Le risque donc du bien commun, c'est que ça devienne un peu comme la tarte aux pommes. Tout le monde aime ça, mais donc si tout le monde aime ça, il n'y a plus moyen d'en discuter. Donc il y a un danger, je pense, de confusion avec le concept de bien commun qui, s'il devient trop large, devient inoffensif. Un concept donc qui n'aurait plus rien à nous dire. Donc, je me suis dit, pourquoi pas faire un truc très, très simple avec vous, puis essayer d'esquisser une définition. Puis je me suis dit, non, c'est même beaucoup trop ambitieux déjà. Alors, je me suis dit, au lieu d'essayer de faire une définition, je vais essayer de faire une définition par la négative, essayer de vous partager qu'est-ce que pour moi, le bien commun, ce n'est pas. Et là, je me dis peut-être qu'en enlevant des morceaux, on va finir par arriver à l'essentiel. Je vais y aller donc en 3 points. Premièrement, selon moi, et c'est bien sûr une analyse que je vous soumets en toute humilité, le bien commun, c'est pas seulement, en fait, c'est pas une valeur. C'est pas seulement un principe abstrait. C'est pas un principe moral. Souvent, quand on entend, par exemple, la classe politique parler du bien commun, on va en parler de manière très élémentaire en présentant le bien commun comme si c'était tout simplement l'inverse de l'égoïsme. Donc, il y aurait l'égoïsme qui, comme trait de caractère, voudrait dire se préoccuper avant tout de ses intérêts particuliers, personnels ou corporatistes. Et l'inverse de ça, ce serait le bien commun. Et donc, le bien commun, ce serait avoir une préoccupation générale pour le bien-être général. Je ne dis pas que c'est une définition qui est fausse, mais c'est une définition que je trouve, encore une fois, un peu large, et peut-être trop large si on veut l'utiliser politiquement. Parce qu'en fait, si on utilise le bien commun comme un concept purement moral, purement abstrait, quel est le débat qui se pose? Bien, c'est qui définit le bien commun?
Parce que les gens qui nous dirigent actuellement prétendent, évidemment, gouverner au nom du bien commun. Et le prochain gouvernement, peu importe il est formé par quel parti, va évidemment aussi toujours prétendre gouverner au nom du bien commun. Donc je trouve que c'est une définition qui, parce qu'elle est trop abstraite, devient trop facile à instrumentaliser pour quiconque va tout simplement prétendre donc agir au nom du bien commun, mais dire « Ah, mais moi, j'ai une définition particulière de ce que c'est, donc, l'intérêt général. » Donc, je pense que si on s'en tient à une définition trop abstraite, on pourrait dire une définition purement morale du bien commun, je pense que c'est une définition qui est insuffisante. Deuxièmement, je pense qu'il ne faut pas non plus réduire le bien commun au domaine public, au domaine étatique. Et là, je vais à la fois m'inscrire dans la continuité et la rupture avec ma copanéliste à ma droite. Je ne pense pas que le bien commun, ça exclut nécessairement ce qui est dans le domaine étatique. Je pense que l'État est une instance neutre qui peut incarner le bien commun, le droit aussi. On peut avoir un système juridique en faveur du bien commun, tout comme on peut avoir un système juridique qui attaque le bien commun, qui privatise le bien commun. Donc, je dirais, c'est pas seulement le domaine public, mais ça peut l'être. Le troisième élément, et puis je vais terminer là-dessus, c'est qu'en fait, je crois qu'on est déjà bien parti si on définit, si on conjugue le bien commun au pluriel. C'est-à-dire que si au lieu de parler du bien commun, on commence à parler des biens communs. Je trouve qu'on part déjà mieux parce que là, déjà, on concrétise un peu le concept et ça nous permet de comprendre de quoi on parle. Alors, quels sont les biens communs? Je pense qu'on peut dire qu'il y a des biens communs matériels puis il y a des biens communs immatériels. Les biens communs matériels, on en a déjà parlé. Ça renvoie évidemment à tout ce qui est le domaine naturel, donc bien sûr l'eau, l'air, les ressources naturelles. Donc, des biens naturels qui nous sont donnés en partage, nous sont donnés collectivement, mais qui peuvent être appropriés aussi privément. Il y a aussi des biens, je le disais, immatériels, les services publics, la culture, la connaissance. Ça aussi, c'est donc davantage, on pourrait dire, des institutions qui devraient faire partie du bien commun, mais qui peuvent, on l'expérimente de plus en plus, être appropriés privément. Donc, et là-dessus, je vais dire à peu près la même chose que ce qui vient d'être dit avant moi, c'est on voit donc que dès qu'on commence à tenter de définir ce que seraient ces biens communs-là, le premier obstacle qu'on frappe, c'est qu'on se rend compte qu'en fait, définir ce qui entre dans cette grande catégorie des biens communs, c'est un choix politique, c'est des débats politiques. Les biens communs, c'est l'ensemble des biens matériels et immatériels qui font partie soit de ce qu'on partage ou de ce qu'on voudrait partager. Et donc, le bien commun, les biens communs, ils sont aussi nombreux. Cette sphère-là est aussi étendue que nous voulons qu'elle le soit. Il n'y a pas de frontière absolue au bien commun. C'est nous, démocratiquement, socialement, qui pouvons décider qu'est-ce que nous considérons comme faisant partie de ce que nous partageons, de ce que nous construisons ensemble. Donc, il n'y a pas de définition fixe. Alors, c'est un peu frustrant comme présentation, parce que je fais tout ça pour vous dire, mais au fond, le bien commun, c'est ce qu'on veut. Le bien commun, c'est ce qu'on décide de partager et de construire ensemble. Et ça, il n'y a aucune frontière absolue à ça, bien au contraire. Et je dirais même que dans l'époque où on vit, non seulement il n'y a pas de frontière absolue, mais il y a encore beaucoup de territoires à conquérir. Merci beaucoup à vous trois. Donc, une grande richesse, beaucoup de risques. Alors, on va se prendre un premier petit tour dans la salle, une dizaine de minutes. On a 2 pieds de micro mobile qui se promènent. Chocolat fondant. Et Alexandre. Badibanga! Alors, question, vous levez la main bien haut, et puis pendant qu'une personne intervient, l'autre pied de micro se dirige vers la prochaine personne à parler. Bonjour, Jacques Bourgeois, je suis organisateur communautaire en Abitibi-Témiscamingue. À la présentation de Gabriel, particulièrement à toute fin, quand tu parlais des biens matériels et immatériels, il me venait à l'idée ce qu'on nomme aujourd'hui la main-d'œuvre, cette richesse humaine, les ressources humaines. Pour moi, c'est un bien matériel qu'on utilise outrageusement partout à travers le monde. Puis, j'aimerais ça t'entendre un peu là-dessus parce que à travers tout le mouvement auquel tout le monde, on a comme un peu été sensible, bouleversé même au niveau du mouvement étudiant, j'aimerais que tu nous parles un peu de cet aspect-là. Votre question est succincte, je vous félicite. Et je vais féliciter aussi les panélistes de répondre succinctement. Monsieur Nadeau-Froid.
stratégie. Moi, le terme de ressources humaines, je ne suis pas sûr si je l'aime beaucoup. En même temps, je comprends très bien de quoi vous parlez. Mais oui, en fait, pour parler de bien... Peut-être que la manière la plus facile de répondre à votre question, c'est d'aller encore une fois par la négative. C'est-à-dire qu'on vit dans un monde, et ça, c'est pas propre au Québec ni au Canada, c'est une tendance internationale, où on assiste, et ça, je vais encore m'inscrire dans la continuité de l'intervention juste avant moi, où on assiste à une appropriation, on pourrait dire une privatisation, mais ici, il faut entendre privatisation au sens très large, hein, pas seulement au sens d'entreprise privée, mais donc d'appropriation privée. On assiste donc à une vague d'appropriation privée de la connaissance et de ce qu'on pourrait appeler aussi des compétences. C'est ce qui affecte actuellement la plupart des systèmes éducatifs à travers le monde et il ne faut pas croire que quand je dis ça, je sombre dans la théorie du complot. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des documents qui sont disponibles, qui sont publics, notamment des documents produits par l'OCDE, qui montrent qu'il y a vraiment une volonté de mettre sur pied ce qu'on appelle un marché international de l'éducation, un marché international du savoir, où tout ce qui est donc compétences, savoir, connaissances vont être de plus en plus appropriés de manière privée. Et une des manières de faire ça, c'est quoi? Mais c'est évidemment de transformer les lieux où se crée la connaissance en entreprise. C'est la manière de transformer la ressource éducative, la manière de sortir la ressource éducative du bien commun pour la faire entrer dans la catégorie des biens économiques marchands. La meilleure manière de faire ça, c'est de transformer les institutions qui produisent ces ressources-là en entreprises privées. Ce qu'elles n'ont pas été historiquement. Historiquement, c'est-à-dire depuis le début des sociétés occidentales, l'éducation, et on parle évidemment du primaire, du postsecondaire et de l'éducation supérieure, n'a jamais été considérée comme un bien marchand. Jamais. Donc, il faut quand même prendre conscience d'à quel point ce sont des réformes qui sont radicales. Il y a là une nouveauté absolument absolue de considérer qu'une idée peut être une marchandise qu'on achète et qu'on vend. Parce que c'est de ça dont on parle. C'est ce qui explique, par exemple, la plupart des transformations dans le champ de la recherche universitaire actuellement, ou de plus en plus dans les universités, la recherche est non pas est de moins en moins une recherche, disons, générale, qui cherche à développer des nouvelles idées, à faire avancer la connaissance, à approfondir la culture. Mais c'est une recherche qui, de plus en plus, a comme objectif de créer des innovations qui peuvent être matérielles ou immatérielles. Hein. Une innovation, ce n'est pas nécessairement une nouvelle technologie, ça peut être un nouveau concept, une nouvelle manière, une nouvelle approche. Donc, développer des innovations qui vont être brevetables, qui vont être vendables, qui vont être profitables. Et ça, c'est pas encore une fois. Ça peut avoir l'air très théorique comme ça, mais quand on est dans une université, on le voit, je veux dire, tous les jours. Il suffit même maintenant, aujourd'hui, de rentrer dans une université pour le voir que physiquement, sur les murs, dans les laboratoires, les entreprises sont là, elles sont présentes. Et ça, oui, c'est une menace à ce qu'on pourrait appeler le bien commun, mais plus profondément, c'est aussi une menace à la démocratie, parce que quand on privatise, et là encore une fois de manière générale, le savoir, bien, on bloque la circulation des idées, on étouffe le débat intellectuel, et je crois qu'on est dans une époque qui a besoin de plus de débats plutôt que moins de débats. Donc, c'est quelque chose qui a raison de nous inquiéter. Puis, la mobilisation en 2012, la mobilisation des étudiants et des étudiantes au Québec, pour la comprendre, il faut l'inscrire dans ce contexte général-là. Au même moment où les étudiants au Québec se mobilisaient, il y avait des mobilisations au Chili, il y en a eu en 2007 en Angleterre, il y en a eu en Corée du Nord, en Corée du Sud, pardon, il y a 2 ou 3 ans. Donc, c'est une dynamique qui est globale et des luttes étudiantes qui réagissent à cette volonté politique-là de transformer l'éducation puis la connaissance en marchandise, il y en a partout. Et donc, évidemment, on n'a pas beaucoup parlé de ça dans les médias en 2012, on s'est beaucoup attardé à des symptômes superficiels, mais pour comprendre ce qui s'est passé, il faut garder en tête, je pense, ce contexte-là. Les idées comme marchandises nous rappellent le spectacle des apartistes contre l'Empire il y a quelques années. Est-ce qu'il y avait une autre question dans la salle? Oui? S'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir, faites signe à une des deux personnes. Jacques Caillouette, Université de Sherbrooke, l'École de travail social. Alors peut-être la question, sur la construction du commun, on pourrait définir un peu le commun comme le contraire du commun, comme la privatisation
et une vision privée de soi-même, de la communauté. Il y a des gens qui possèdent personnellement des choses. Et par rapport à l'intervention collective, et on peut voir des processus de privatisation, comme au cours de l'histoire, tout le commun tourne autour de cette histoire-là. Le contraire, comment arriver à des processus de collectivation ou d'appartenance commune? Et on dirait que cette notion-là est intimement liée à l'intervention collective, à l'organisation communautaire. Alors, j'aimerais ça vous entendre un peu les trois là-dessus. Un peu des trois, allons-y. C'était la deuxième question, peut-être, Charles? C'était pas la deuxième période de question. Mais... Sur les défis, ouais. Mais quand même, si vous voulez réagir en quelques mots, là, allez-y. Mais si ça vous fait plonger dans votre contenu qui vient, on y reviendra, M. Caillouette, ça vous va? C'est bon. Est-ce qu'il y avait une autre question? Oui. Monsieur, on se dirige vers vous. Jean-Pierre Simard, organisateur communautaire CISS Côte-Nord. Dans le fond, c'est une question qui prépare la suite du débat, en tout cas à mon sens, mais je voulais juste une réaction, plutôt, à vos commentaires tous les trois. Je trouvais ça très intéressant. On a entendu Mme Savoie Sauvé nous dire, entre autres, que le bien commun, c'est une réponse au néolibéralisme, entre autres, au capitalisme agressif et, pour ne pas dire, qui peut être sauvage parfois. On a entendu M. Gabriel mentionner que, attention, le bien commun peut être utilisé et banalisé au niveau politique aussi. Et j'ai bien aimé la réaction de Mme Anctil, c'est pas la réaction, mais le terme qu'elle a utilisé en parlant de devenir commun. Alors moi, je m'attends dans la suite du débat, peut-être que tous les trois, vous alliez un petit peu dans le sens de nous expliquer qu'est-ce que pourrait être le devenir commun, qui est une expression qui m'apparaît intéressante. Madame Anctil, moi, je poserai une question. Vous avez parlé du besoin d'adhérer, de faire adhérer à une vision et pour l'engagement des acteurs concernés. Vous avez dit aussi que ça ne peut pas être partisan. C'est un défi pour le monde politique de pouvoir agir sur le bien commun. Comment y arrivez-vous? Oui, c'est un défi. J'ai dit au-delà de la partisanerie, parce qu'il y a des tendances naturelles qui reviennent... qui reviennent rapidement dans les réflexes. Alors, je pense que c'est là le défi. Que toutes les actions, que toute la réflexion ne soit pas faite en termes de capital individuel, mais bien de capital collectif. Et je pense que vous avez utilisé le mot vigilance, j'aime beaucoup. Je pense qu'il faut demeurer très, très vigilant dans ces stratégies de développement parce que, oui, il peut y avoir des tendances à la partisanerie ou d'aller au-delà des sentiers connus. Donc, on se rapproche, on se raccroche facilement à ce qu'on connaît. Moi, je pense que le devenir collectif, ça nous incite vraiment à se projeter vers des sentiers nouveaux. Alors, c'est tous ces éléments-là. Je pense qu'il faut être vigilant dans les stratégies. Partisanerie étant plus individuelle ou... Merci beaucoup. Alors, nous allons passer à la deuxième question. Et là, je vais resserrer le règlement un petit peu comme animateur. Quand il vous reste 30 secondes, je suis derrière vous et je mets ma main sur votre épaule. Bon, c'est un peu intimidant. Et quand c'est terminé puis vous dépassez vraiment, c'est un baiser sur la joue. Alors, je ne devrais pas dire ça parce que les gens font exprès seulement pour me tester, pour voir si je vais me rendre jusque-là. Alors, la deuxième question, quels sont aujourd'hui les enjeux et les défis sur lesquels, et ça s'applique aux trois, ce que je viens de dire, quels sont aujourd'hui les enjeux et les défis sur lesquels les acteurs du développement social et de l'intervention collective devraient travailler pour contribuer au développement du bien commun? Vous avez un peu plus de temps, on a 8 minutes environ. Merci. Alors, c'est quand même intéressant comme panel. On voit la recherche, on voit le terrain, c'est doux à mes oreilles. Les enjeux, les défis sont très nombreux. Je vais quand même résumer un peu les choses. Je pense que le premier défi, je l'ai mentionné tantôt, la question du changement, la question du pouvoir d'agir.
une perspective donc de changement, d'évolution des mentalités, d'amélioration. Je vous lancerai une question aux organisateurs communautaires. Nous ne sommes pas des gardiens d'une structure existante, d'un ordre établi, d'un état de fait. Je pense que nous devons demeurer des agents de changement. C'est un vieux terme du travail social, des organisateurs communautaires, mais il faudrait qu'on y réfléchisse à nouveau, agents de changement. Partenariat, c'est aussi un mot qui est très, très utilisé, mais j'ai la profonde conviction que nous devons développer des partenariats. Et pour moi, il y a 2 ingrédients essentiels que je vous soumets à la réflexion. On ne peut pas être partenaire intimement lié sans la confiance et la communication. Et j'ai eu l'immense privilège, il y a moins d'1 an, de signer pour la Côte-Nord un protocole de rapprochement entre les peuples Inuits de la Côte-Nord, les communautés Inuits, et les élus nord-côtiers. Et ça a pris 1 an et demi de travail, d'échange, de communication pour bâtir une confiance de travail et de partenariat qui est essentielle à des grands mouvements, des changements de mentalité. Nous devons, en défi et en enjeu, développer des pratiques qui rallient les aspects, on en a mentionné tantôt, mais politiques, économiques, sociaux, environnementaux, culturels. Il faut être à la même table, en confiance, en communication, pour mieux comprendre l'environnement de l'autre, l'environnement au sens large. Il y a beaucoup de méconnaissances avant de parler de confiance et de partenariat. Des voies nouvelles, des actions nouvelles. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur. Il faut gérer le risque, oui, de ne pas aller se cogner le nez sur le mur. Personne ne veut ça. Mais je pense qu'avec l'expérience, avec un partenariat riche, on est capable d'innover et d'aller vers des voies nouvelles en gérant les risques. Il doit aussi y avoir des repères quand même tout au long des démarches, des repères, des objectifs, des mesures, et il faut évaluer la démarche, les processus. On oublie, je pense, parfois, mais l'évaluation du chemin parcouru, des gains, puis l'évaluation continue, évidemment, pour toujours redresser si besoin est. Alors, j'ai la profonde conviction qu'on peut faire de partenariats très gagnants sur le terrain en respectant la mission de chacun. Et ça, c'est aussi très important. On doit adhérer, on est des participants actifs, mais on a quand même chacun dans nos organisations aussi des missions respectives. Et je pense qu'il y a moyen de respecter et d'allier les deux. Le défi aussi, avec tout ce qui se passe présentement au niveau des élus, comment on peut allier le réseau gouvernemental et le réseau communautaire. Comment on peut unir les forces, comment on peut abaisser les frontières, les barrières, mieux nous connaître, mieux nous comprendre, mieux nous faire confiance et travailler ensemble. Je vous donne aussi le défi de travailler avec les populations. On a parlé de main-d'œuvre, moi je parle de capital humain, hein, vous savez très bien tous ces termes-là, le capital humain, nos populations, les gens sur le terrain qui sont concernés doivent aussi prendre la parole et nous devons tout simplement leur faire un espace. Il faut les inviter à prendre la parole pour qu'ils deviennent des acteurs. Et dans mes premiers propos, je parlais d'ancrage sur la réalité, sur les besoins, sur les préoccupations. Il faut entendre, il faut écouter, travailler avec les populations. Il me reste encore un peu moment. Je voudrais tout simplement illustrer ça par un grand projet sur la Côte-Nord présentement, puis les chercheurs pourront mettre leur toile de recherche sur notre projet. Mais nous travaillons présentement à l'amélioration des conditions de vie des aînés
On le sait que la politique gouvernementale VVE, Vieillir et vivre ensemble, est en révision. On dit l'orientation. Là, je vous amène juste dans les grandes lignes, évidemment, puisque je suis sûre que vous connaissez cette politique qui dit les aînés veulent et doivent vivre le plus longtemps possible dans leur communauté, dans leur chez-soi. On est tous d'accord avec ça. Je suis une aînée, ça je veux moi aussi. Mais nos aînés ne peuvent pas vivre dans les communautés chez soi sans des conditions, sans un environnement qui leur est favorable. Alors, nous, notre réflexion régionale, c'est que nous voulons nous inscrire comme proactifs dans l'amélioration des conditions de vie de nos aînés. Nous voulons mettre un frein à l'exode des aînés vers d'autres régions. Pour ce faire, nous devons créer un environnement nord-côtier qui leur est favorable. On a commencé par travailler avec l'Institut sur le vieillissement de l'Université Laval, faire des portraits. Donc, nous allons travailler avec les portraits de nos aînés. Portraits par municipalité, par MRC, pour la région, pour une appropriation. Et travailler, donc on va avoir des chiffres de l'Institut. Et à partir de là, nous, on travaille avec des groupes sur le territoire pour aller chercher le qualitatif, le qualifier ces données de démographie, de pauvreté, et etc. Donc, avec des activités territoriales, dans un second temps, on regarde ces chiffres-là, on met de la chair autour de ces chiffres et on projette le devenir de l'amélioration des conditions de vie des aînés. Je vous passe plusieurs étapes. Nous voulons arriver à une alliance, un engagement dûment signé par tous les concernés, donc unir tous les secteurs d'activité autour d'un grand projet commun. Qu'est-ce que chacun, dans sa petite boutique, peut faire de plus? Peut faire de plus, parce que chacun fait déjà. Mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour améliorer les conditions de vie des aînés? Avec la ministre, avec le terrain, avec les aînés. Je vais avoir J'ai bien aimé votre idée d'alliance. Moi, je vais répondre à cette question-là, évidemment, depuis ma perspective en éducation. Toute ma vie, presque, je l'ai consacrée à l'éducation relative à l'environnement et à l'éco-citoyenneté. Mais je vais y répondre aussi, vous verrez, depuis ma perspective citoyenne. Je me suis beaucoup engagée récemment, au cours des 15 dernières années, dans des mouvements citoyens, des mouvements de lutte, des mouvements de résistance dans le domaine de l'agriculture, de l'énergie, des boisiers agricoles, etc. Donc, vous verrez, c'est teinté de ma perspective citoyenne, vraiment terrain, là. Je pense que parmi les défis que nous avons, c'est beaucoup évidemment la culture de l'économisation du monde, la culture de l'individualisme, du consumérisme, mais disons comme toile de fond, là, comme portrait général, je pense que le principal défi, c'est le mode de gouvernance actuel de notre État, de nos États, qui sont axés non pas sur de belles alliances comme celles auxquelles vous avez fait référence, mais sur des alliances politico-économiques et l'instrumentalisation de la démocratie. C'est Alain Deneau, mon collègue en sociologie, qui a très bien défini à quoi ressemble la gouvernance actuelle, hein, avec ses trois sphères d'acteurs, l'État, les acteurs économiques, l'industrie, le commerce, donc l'entreprise et la société civile. Et effectivement, en termes de rapport de pouvoir dans ces trois sphères-là, l'interaction de ces trois sphères-là, la société civile n'a pas beaucoup de poids. Alors, il y a justement ces auteurs-là, Dardot et Laval, qui parlent du désarmement politique de nos sociétés
Et on a l'impression que la principale fonction de l'État maintenant est de plier la société aux contraintes du marché global. Au Québec, on a vécu quelque chose d'absolument épouvantable dans les années 2009. On s'est réveillé en 2010 et le gouvernement du Québec avait vendu à l'entreprise privée tout le sous-sol de la vallée du Saint-Laurent à 10 sous l'hectare. On s'est réveillé, il était trop tard et toutes les lois et règlements étaient verrouillés en faveur de l'entreprise. On a joué au Monopoly sur le territoire du Québec. On a privatisé tout un pan de notre énergie. Et dans le contexte actuel, à cette occasion-là, mais beaucoup d'autres occasions aussi, bien, on se rend compte que, et vous verrez là que mon regard est très critique, vous me le corrigerez, bien, on se rend compte que les décideurs de nos États prennent des décisions sous la pression des lobbies économiques qui achètent en toute légitimité leurs droits d'influence, que les lois et règlements sont verrouillés d'avance ou modifiés en faveur des promoteurs, que visiblement l'État n'étudie pas rigoureusement ces dossiers. Et ça, c'est scandaleux. C'est la société civile construit un savoir, va débusquer, chercher, exiger l'information, faire des synthèses qui ne sont pas prises en compte au terme des audiences publiques. Donc, on a l'impression, de loin et macro, là, que les instances gouvernementales ne s'activent pas en faveur du bien commun, en faveur de la protection des écosystèmes et des populations humaines. Alors, dans ce contexte-là, on se rend compte finalement que c'était la société civile, c'est à nous. Nous sommes bien sûr des employés de l'État, moi à l'université, vous dans vos organisations, mais nous sommes aussi des citoyens, d'accord? Nous avons une dimension citoyenne à notre travail, à notre vie. Donc, on se rend compte que dans ce contexte-là, c'est à la société civile, c'est à nous que revient le fardeau de la preuve et de l'autodéfense, d'exercer une vigile critique sur les décisions qui sont relatives aux affaires publiques, énergie, alimentation, ressources naturelles. C'est à nous de lutter pour, de lutter contre, à contre-courant, à bout de souffle, sans ressources. C'est à nous d'assumer aussi le vaste chantier de l'innovation écosociale. Donc, en fait, il faut continuer à lutter par tous les moyens contre le dérèglement, le démantèlement de ce qui nous reste de structure et d'expertise. C'est fou ce qu'on a perdu des emplois dans le champ de l'action sociale. Et c'est pas seulement des emplois qu'on a perdus, mais c'est de l'expertise. Et l'expertise, ça, c'est un bien commun. L'expertise qu'ont acquis ces gens-là et l'expertise qu'on acquiert collectivement dans ces sphères d'action sociale-là. Donc, lutter, et ça, je pense qu'on a appris à le faire, à bien le faire, et puis beaucoup poursuivre notre travail quotidien en éducation. Nous sommes tous des éducateurs ici, là, dans nos sphères d'action respectives. Dans la perspective d'une société éducative, c'est pas seulement l'école, c'est aussi tous les acteurs et les organisations du milieu non formel. Et c'est aussi toutes les dynamiques qui se passent, qui se développent dans les contextes informels d'action citoyenne, dans les projets citoyens. On apprend beaucoup dans les projets citoyens. Moi, j'y ai beaucoup appris personnellement. Et des choses fondamentales que je n'avais pas appris à l'université. Et j'aime bien me rappeler toutes sortes d'histoires de lutte citoyenne, mais en particulier la mobilisation contre le port pétrolier de Cacouna. Très, très belle histoire. Je pense qu'à partir d'un sentiment d'atteinte au bien commun, le Saint-Laurent, c'est quand même une artère fluviale identitaire au Québec, bien, on a vu se lever une mobilisation non seulement locale, mais à l'échelle de tout un bassin versant. Et à partir de cette identité territoriale-là, de cette prise de conscience que oui, on était appartenant à un territoire, on l'a vu d'ailleurs sur les pancartes des manifestants, « Touche pas à mon fleuve hein. ». Ben, on a développé à partir de cette identité territoriale-là aussi ce que moi j'appelle une identité écologique. On s'est rendu compte qu'on appartenait à un système de vie. Et on a lu sur les pancartes « Le fleuve coule dans nos veines. Je suis beluga. »
D'accord? Et ça, c'est extraordinaire comme bien commun aussi. Alors, toute la question de l'identité, de la signification, c'est des moteurs d'engagement. Puis, je vous promets de dépasser, j'attends mon basic. Alors, l'identité territoriale, l'identité écologique, c'est essentiellement lié aussi à l'identité politique. Alors, je pense que parmi les questions qu'il faut apprendre à se poser sans cesse ensemble, c'est mais qui décide quoi? Pourquoi? Au nom de qui? Dans quel but? Que voulons-nous? Que pouvons-nous faire ensemble? Quel est notre espace de liberté? Oh. Vous en restait bien long pour terminer la phrase? Ben, je voulais quand même insister sur l'importance de l'action collective, tu sais, l'importance de la communauté, puis juste un mot, là, tu sais, je voulais tellement insister. Non, c'était seulement un mot. D'accord, l'importance d'apprendre l'autodéfense intellectuelle. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Nadeau-Dubois. Il y a un bon vieux truc pour continuer la présentation après le temps, c'est de la première question, y répondre, mais sans y répondre, puis juste finir le texte pendant la première question. C'est le super bon truc. Vous êtes tous des délinquants. La question qu'on nous a posée, la deuxième, donc, sur la question de l'action collective, je me suis beaucoup demandé comment y répondre, puisque je ne suis pas un spécialiste de cette question-là. L'action communautaire, c'est pas quelque chose que je connais. Alors, j'ai décidé d'y répondre de manière plus générale, mais quand même en terminant sur la question du que faire, parce que parce que c'est une question importante. Je vais commencer par reprendre où j'ai laissé les choses tout à l'heure, c'est-à-dire le contexte général d'une appropriation grandissante du bien commun, donc d'une privatisation du bien commun. Et encore une fois, j'entends ici privatisation au sens très large, hein? Pas seulement au sens de passer du public vers le privé, mais au sens d'une pression à retirer toutes sortes de domaines de notre existence de la sphère du bien commun pour entrer ces domaines-là donc dans la sphère marchande. On a bien vu, ça a été très bien dit, comment cette dynamique-là s'incarne dans le cas de l'environnement, donc dans le cas des biens naturels, hein, avec privatisation de l'eau, par exemple, grandissante dans plusieurs pays, notamment en Bolivie où il y a eu des luttes importantes, accaparement des terres, on en a parlé, même accaparement de certaines formes de vie, hein, comme les semences OGM, et récemment même des animaux génétiquement modifiés. Donc ça a déjà été bien couvert, je pense, alors je vais passer rapidement. Mais je vais insister peut-être sur l'aspect social. C'est-à-dire qu'il y a aussi, dans le domaine social, une vague, et elle aussi, elle est internationale, de privatisation du bien commun, d'accaparement du bien commun. L'aspect le plus évident, le plus facile, le plus concret, c'est la question de la privatisation des services publics, hein, qui est une tendance qu'on voit dans tous les pays développés depuis les années 80. Donc, ce que ça veut dire concrètement, c'est que toutes sortes de domaines de la vie en société qui par des choix politiques, pas par la providence, là, par des choix politiques, avaient été retirés de la sphère du marché parce qu'on considérait que ces domaines-là de l'existence sociale devaient fonctionner selon une logique non marchande, selon une logique donc de bien commun, l'éducation, la santé, la protection sociale, par exemple. Donc, c'est des domaines où il y avait eu des choix politiques. On s'est dit, ces domaines-là de notre vie en commun, on ne veut pas que ce soit régulé par le marché, on veut que ce soit régulé par d'autres critères, par d'autres mécanismes. Ce à quoi on assiste depuis donc, les années 80, c'est à la réinsertion de ces domaines de l'existence sociale à l'intérieur du marché. Et ça, et c'est bien important de le dire, ça ne se fait pas seulement par des privatisations formelles. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire que demain matin, au Québec, ça va être des écoles, que toutes les écoles vont être des écoles privées incorporées. Hein? Il peut y avoir ce que j'aime appeler des privatisations de l'intérieur. C'est-à-dire que les institutions publiques restent publiques, elles sont encore financées par l'État, il y a encore un beau drapeau du Québec à l'avant, puis ça s'appelle encore donc une école publique pour rester sur le code d'éducation. Mais dans les faits, si on regarde en dessous du couvercle, tout le service public, toute l'institution fonctionne selon des logiques qui ne sont pas des logiques publiques, qui sont des logiques privées.
Ce sont des dynamiques qui, je ne vous l'apprends pas, existent aussi dans le domaine de la santé et des services sociaux, où on dit non, on ne privatise pas. Regardez, c'est encore l'État qui finance, mais les manières de faire, les manières de travailler, l'organisation du travail, la manière dont on donne les services, voire la manière dont on nomme les choses, deviennent toutes des manières de faire du privé. Donc, on ne parlera plus de patients, mais de clients. Ça va aussi dans les universités, on ne parle plus d'étudiants, on parle de clients. Et cette transformation du langage, c'est pas seulement un détail, c'est pas seulement esthétique, ça témoigne d'une transformation profonde de la manière dont on organise ces institutions publiques-là. Donc, quand on parle de privatisation, c'est de ça aussi dont on parle. C'est pas seulement de dire, on va prendre une institution publique, ça va devenir une entreprise privée. Ça peut rester public, mais toute la mécanique à l'intérieur devient une mécanique du privé. Il y a eu les réformes Lean, par exemple, dans le secteur de la santé et des services sociaux. C'est peut-être l'exemple le plus marquant. J'imagine que vous savez d'où ça vient, Lean. Hein? Ça a été inventé dans les usines Toyota. Donc, on pourrait dire que c'est une caricature, c'est une blague. Non, c'est vraiment la réalité. C'est le monde dans lequel on vit, c'est-à-dire des méthodes d'organisation du travail qui ont été développées pour construire des chars, servent maintenant à donner des soins de santé et des services sociaux. C'est quand même... des fois, on dit la vérité dépasse... La réalité dépasse la fiction. Je pense qu'on est vraiment dans une folie ici, là, complètement. Donc, quand on parle de privatisation, quand je dis que c'est plus large que ce qu'on entend habituellement par privatisation, c'est exactement ça que je veux dire. On pourrait en parler dans le domaine de la culture aussi, avec le financement de la culture qui est de moins en moins public, de plus en plus philanthropique, et quand même, il reste public, et il s'adosse à des objectifs de type privé. Donc, c'est quoi les retombées économiques du projet? On pourrait parler du financement des organismes communautaires, hein, où les modes de financement ont complètement changé. On demande de plus en plus de cibles économiques, de cibles quantitatives, de cibles chiffrées. Bon, je lâche pas, je continue pour avoir tout le temps de dire ce que j'ai à dire. Donc, ça, évidemment, encore une fois, c'est un portrait très impressionniste, très large, mais je pense que l'idée que j'essaie d'exprimer est assez simple au fond. C'est qu'il y a toutes sortes de secteurs de notre société qui sont en train, donc, d'être transformés pour fonctionner selon des principes qui ne sont pas ceux du partage, de l'équité, de la solidarité, mais de la concurrence, de l'efficacité. Évidemment, personne n'est contre l'efficacité. Hein? Personne n'est en faveur de l'inefficacité. Hein? Les néolibéraux essaient toujours de faire passer des gens comme moi pour des gens qui aiment ça quand ça marche mal, quand on perd de l'argent. Bien sûr, évidemment, le débat, c'est pas est-ce qu'on est pour ou contre l'efficacité. La question, c'est de quelle efficacité on parle, comment on la mesure, puis c'est quoi les critères de l'efficacité. Est-ce que c'est simplement des critères quantitatifs? Est-ce que c'est simplement des critères financiers? Ou est-ce qu'il n'y a pas des critères humains, des critères qualitatifs, donc, qui nous permettent d'avoir une définition riche de c'est quoi un service bien rendu, un service efficace, que ce soit en santé, dans les services sociaux, en éducation, etc. Donc, c'est, comme je le disais, et là je vais résumer, une transformation de toutes sortes de secteurs de l'organisation de la société selon des principes qui sont ceux du marché, concurrence, efficacité. Et quelles sont les conséquences de ça? Parce qu'il y a des conséquences. Mais dans le domaine de l'environnement naturel, on en a déjà parlé, ça nous a amené à la crise écologique que nous vivons actuellement, que nous traversons actuellement. Sur le plan social, il y a beaucoup, évidemment, de conséquences. Si je devais en nommer seulement une, ce serait l'augmentation des inégalités sociales. Et même ici, le terme « augmentation », c'est un euphémisme. Hein? Actuellement, on est dans une dynamique où, depuis, justement, les années 80, il y a une explosion des inégalités sociales, surtout dans les pays développés. Oxfam a sorti un rapport qui a été largement médiatisé il y a quelques mois. Et on a appris que 2016, c'était la première année de l'histoire, en fait, depuis qu'on calcule là, la répartition des richesses sur Terre, c'est la première année où 1% de la population mondiale possède plus de richesses que 50%, que le 50% de la population mondiale qui est la plus pauvre. Et c'est une tendance qui augmente. Ces inégalités-là, non seulement elles augmentent, mais elles augmentent de plus en plus rapidement. C'est un problème économique. C'est ce qui plombe, c'est ce qui ralentit la croissance économique dans les pays développés, mais beaucoup plus fondamentalement, c'est un problème aussi de nature démocratique. Parce qu'une société dans laquelle il y a autant d'écarts de revenus, d'écarts de richesse, c'est aussi une société dans laquelle il y a des grands écarts de pouvoir. Parce que quand vous détenez beaucoup de richesse, ça vous donne une capacité d'influencer la société économiquement, mais aussi
politiquement, on connaît l'état de nos démocraties. Oui. Alors, c'est passé. Donc, ma dernière partie, je vais attendre une question pour vous la partager. C'était sur la question du que faire. J'ai pensé m'y rendre, mais j'ai pas réussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous trois. Donc, on n'a pas plus de 7 à 10 minutes pour des questions. Malheureusement, on ne veut pas empiéter trop sur le temps des ateliers. Alors, madame, à vous. Alors, Jacinthe Perron, ma question s'adresse à Gabrielle Nadeau-Dubois. Que faire? C'est comme on magouille contre l'animateur ensemble. C'était très succinct, je vous félicite. Je vais répondre rapidement parce que je veux laisser mes collègues la chance de répondre à certaines questions. Comme je le disais au début, je pense que ce qu'il ne faut absolument pas faire, c'est se limiter à des solutions incantatoires. Hein? C'est-à-dire, il faut faire le bien commun, c'est un peu des incantations. Je pense que le bien commun, puis si on veut renverser la tendance que je viens de décrire, ça se fait par des pratiques, hein? Ça se fait par des actions, par de la pratique commune. Ça veut dire quoi? Ça veut dire créer concrètement, puis dans tous les lieux, hein? Dans votre pratique professionnelle, dans notre pratique de militant, mais ça veut dire aussi dire au sein de nos milieux de travail, entre nous, au sein de nos milieux d'études, dans nos quartiers, créer le plus possible d'espace, de moments de débat politique, de discussion politique, de mobilisation. Et moi, je dis souvent, l'important, c'est pas nécessairement la revendication, c'est pas nécessairement l'objectif. L'important, c'est surtout la manière de faire. L'important, c'est surtout le simple fait de se retrouver entre nous, de travailler ensemble, de débattre, de parler de politique, puis de faire de la politique entre nous. Est-ce que c'est pour bloquer un oléoduc? Est-ce que c'est pour la négociation de notre convention collective? Est-ce que c'est pour faire nettoyer le parc en face de chez soi? Ça, pour moi, à la rigueur, c'est secondaire. L'important, c'est surtout la pratique politique elle-même, qui est une pratique de type bien commun. Ça, pour moi, c'est fondamental. Cette pratique-là, je pense qu'elle peut s'incarner de deux manières. Elle peut s'incarner, évidemment, dans des enjeux de résistance, donc pour bloquer des réformes qui ne nous plaisent pas, pour bloquer des projets qui ne font pas notre affaire, des luttes de droit, des luttes donc dans les mouvements sociaux. Mais je crois qu'il faut aussi, c'est le deuxième élément que je voulais mentionner, il faut aussi penser des pratiques qui débouchent sur des institutions du commun. Parce que le bien commun, c'est pas un truc qui flotte dans les airs. Ça doit s'incarner, non seulement, je l'ai dit, dans des pratiques, mais dans des institutions. C'est évidemment, ça ouvre une porte qui est beaucoup plus politique, mais c'est de dire comment on réforme, on transforme nos institutions déjà existantes pour qu'elles soient vraiment des institutions du commun, soit on crée des nouvelles institutions qui incarnent ce commun-là et qui fait vivre ce bien commun-là. Quand je dis donc que le bien commun, c'est pas abstrait, c'est ça que je veux dire, il faut que ça s'incarne dans des institutions. Autre question? Ça peut être des entreprises d'économie sociale, des coopératives d'une part, mais ça peut être aussi des institutions publiques. La question qu'on peut se poser, par exemple, également, c'est comment on peut repenser nos services publics pour les rendre plus fidèles à l'idéal du bien commun qu'on a, moins technocratique, plus proche des gens, comment faire en sorte que les gens participent davantage à la construction des services publics. C'est des très grands enjeux. C'est des enjeux qu'on va régler par le bas, donc par des pratiques qui viennent des communautés. Et je termine sur ça, et je termine vraiment. Il faut aussi que ça va aussi venir par le haut. C'est-à-dire que ça ne peut pas seulement pousser par le bas, il va falloir aussi une volonté politique en haut lieu pour que par le bas, il y ait aussi une volonté de créer des institutions du commun. Je pense qu'il faut réfléchir sur ces deux flancs-là. Madame Axel, vous avez un mot à dire là-dessus aussi. Et ça s'inscrit en continuité. Je pense qu'il va falloir qu'on prenne des positions, et par le haut et par le bas, à la défense des organismes communautaires. Les organismes communautaires, actuellement, dans notre société, sont en grand danger. Vous avez parlé du manque de financement, vous avez parlé des structures, de l'encadrement, reddition de comptes, etc. Mais le non-financement font qu'ils perdent le capital humain, l'expertise. Hein? Quelle est la pérennité? Qu'est-ce qui va arriver avec les organismes communautaires? Actuellement, les politiques gouvernementales ont tendance beaucoup plus à les utiliser au-delà de leur capacité. Hein, des nouvelles missions, on leur offre ça comme de grands défis sociaux.
Alors, la base commence à s'élever, mais le haut ne parle pas encore. Alors, je pense qu'on a un rendez-vous là. Merci. Bonjour, je suis François Gagnon, organisateur communautaire au 6 des Laurentides. En parlant du haut, justement, dans la formation qu'on donne aux gestionnaires dans les universités là, de gestion, on parle beaucoup de l'importance d'un changement réussi, puis pour y arriver, de partager la vision, d'amener un certain sens, alors que paradoxalement, on est dans un contexte où il n'y en a pas de sens, je pense, de la part du ministre de la Santé. Alors, ma question s'adresse à qui voudra bien y répondre. Comment voyez-vous les risques, à l'heure actuelle, qui sont prises par le ministre de la Santé dans sa façon d'imposer les changements dans le réseau de la santé? Je ne parlerai pas du ministre, mais je vais vous raconter une anecdote, une expérience. Je suis allée en commission parlementaire à un moment donné en ce qui concerne l'organisation des services de la santé de la Côte-Nord. Et vous pouvez le voir d'ailleurs à un moment donné sur le vidéo. Quand j'ai fini par dire à M. Barrette, j'ai travaillé 30 ans dans le réseau de la santé et des services sociaux de la Côte-Nord, je pense que je sais de ce que je vous parle. Tout ça pour dire que, en fait, pour moi, c'est un exercice qui était à peu près bidon parce que je pense que M. Barrette a un plan d'affaires. Et oui, il consulte, mais j'oserais dire qu'il n'écoute pas. Le plan, il est préétabli. Vous le vivez, vous êtes dans les 6. J'y ai été à partir des années 78. Tout ce que nous avons construit est en train de tomber. Pas parce qu'il n'y avait pas d'espace de changement. Il y en avait, sûrement. Mais moi, je dis, c'est pas toujours nécessaire de passer le bulldozer. On peut réfléchir, se donner des projets communs dans les soins, dans les services, dans tous les secteurs d'activité. Mais ce qui se passe actuellement dans le domaine, à mon avis, c'est un bulldozer avec peu de réflexion. Donc, une approche d'efficacité un peu bête et méchante. Il ne faut pas faire l'erreur de penser que, et puis je ne dis pas que c'est ce que vous avez dit, mais en général, je pense qu'il ne faut pas faire l'erreur de penser que quand il y a des réformes comme celle-là, que c'est de l'incompétence ou un manque d'information ou un manque de compréhension. Je pense qu'au contraire, il y a un plan très cohérent, très concret, il y a une vision absolument cohérente de ce que ce gouvernement-là veut faire avec le système de santé. Ce qu'il veut faire, c'est le privatiser. Le problème, c'est que c'est un gouvernement qui est conscient que le système de santé publique au Québec, comme plusieurs autres institutions publiques, ça a une valeur identitaire. Les gens sont quand même attachés. Ils chialent beaucoup, mais je pense que fondamentalement, ils sont encore attachés à l'idéal de la santé publique. Et le gouvernement, donc, est très conscient qu'il ne peut pas arriver du jour au lendemain et dire « la RAMQ, c'est terminé, c'est au privé ». Et de toute façon, ce serait, en vertu de la loi canadienne, il ne pourrait pas le faire. Mais je pense que ce à quoi on assiste actuellement, c'est à une mise de table. C'est-à-dire qu'on réforme le système pour le rendre, après ça, plus facilement privatisable. Et quand on voit l'esprit général des réformes du ministre Barrette, c'est assez simple, hein? C'est d'éliminer le plus possible de paliers intermédiaires. Donc, on crée des grosses structures à la base, puis on centralise beaucoup de pouvoir en haut au ministère, et vu qu'il n'y a plus rien à peu près entre les deux, bien, ça devient après ça beaucoup plus facile de privatiser. Puis je pense que le plan, c'est celui-là. Je pense qu'il suffit d'avoir un peu de sens critique pour le constater. Puis, donc, c'est pas de l'incompétence, c'est au contraire l'application très efficace d'un plan très cohérent. Puis il y a l'autre élément, bien, ce que vous connaissez probablement bien mieux que moi, c'est la médicalisation. C'est-à-dire que tout ce qui n'est pas strictement des soins médicaux, concrets, mesurables, où on peut dire, regardez là, il y avait un bobo, il n'y en a plus. Tout ça, c'est considéré de plus en plus comme du superflu. Pourquoi? Bien parce qu'une relation d'aide ou un conseil en travail social, c'est pas mal plus difficile à quantifier qu'un acte médical concret. Donc, je pense que ce sont peut-être les deux grands axes des Merci beaucoup. On va devoir conclure. On a vraiment fait le tour du temps qui est à notre disposition. Je vous remercie sincèrement, nos trois panélistes. Ça a été très riche, intense, très riche.